Bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans ce live, parce qu'on est en direct. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir la grande, belle et talentueuse Anne Servet. Bonjour Anne. Bonjour Émilie. Donc aujourd'hui, on va parler de management. Alors à la fois management tout court, mais aussi ce qui nous occupe, le management à distance. Donc si vous pouviez nous dire dans le chat si vous nous entendez et si vous nous voyez, donc bonjour Thérèse, bonjour Patricia, bonjour Sébastien, bonjour Noël et bonjour tous les autres. Donc un petit message dans le chat pour savoir si vous nous voyez et si vous nous entendez. Comme ça, on sait que tout est bon. Alors, donc je suis Émilie Le Cire et j'ai donc fondé la plateforme Home Working Attitude qui vous aide, vous, DRH, entreprise, collaborateurs, aussi entrepreneurs ou finalement toute personne étant à la maison. Et je pense que nous sommes nombreux donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de rendre le télétravail fun, efficace et épanouissant. Donc, c'est tout un projet, c'est tout un plan. Eh bien, tout le monde nous dit son et image, ok, super. Donc, tout est bon. Donc, télétravail fun, efficace, épanouissant. Et donc, qui dit télétravail dit forcément distanciation, dit on se voit moins, dit on communique différemment, dit on travaille différemment. Et c'est un réel challenge pour pas mal d'entre nous, pas mal d'entre vous. Et Anne Servet, qui est fondatrice et directrice de Sagittarius RH, elle est aujourd'hui pour nous parler du management tout court, puisque c'est sa spécialité, et puis depuis un an, c'est sûr, mais plus d'un an, du management à distance. Alors, Anne, dis-nous tout par rapport au management. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme principale différence? Donc, tu es occupée d'office depuis plus d'un an sur, effectivement, le management à distance, qui s'est évidemment accentué. C'est devenu la norme, n'est-ce pas, depuis maintenant, je pense, à peu près jour pour jour. Un an. Un an, ouais. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu as pu voir, toi, comme principale différence dans les entreprises au niveau du management? Mais d'abord, tout d'abord, manager à distance, c'est avant tout manager. Donc, ça veut dire que tous les concepts qui sont importants dans le management, on les retrouve dans le management à distance. Que ce soit définir la vision, définir la mission, clarifier le cadre, les rôles, accompagner les collaborateurs, etc. Mais je dirais que si on doit identifier les différences ou les spécificités du management à distance, c'est surtout au niveau de la communication, au niveau de l'organisation et au niveau des relations interpersonnelles. Et ce dernier point, les relations interpersonnelles, on lit, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a énormément de choses qui sont dites par rapport aux relations interpersonnelles, en lien avec la motivation, en lien avec l'engagement des collaborateurs, avec le sentiment d'appartenance, que ce soit à l'entreprise comme à l'équipe. Et aujourd'hui, je dirais que c'est le principal facteur d'attention après ces 12 mois majoritairement, voire exclusivement en télétravail. Juste une petite parenthèse, posez toutes les questions que vous voulez dans le chat. Anne ne lit pas le chat pour ne pas être déconcentrée, n'est-ce pas? Mais je le lis et je pose vos questions forcément à chaque fois qu'il y en a. Donc tu dis en fait que l'un des plus gros challenges à l'heure actuelle, c'est est-ce que c'est la communication interpersonnelle ou c'est plutôt le sentiment d'appartenance à l'entreprise? Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui est le plus on va dire challenging ou problématique actuellement? Qu'est-ce que tu rencontres comme plus gros souci dans les entreprises? Aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment arriver à cultiver à distance le sentiment d'appartenance. C'est ça qui est le plus compliqué parce qu'on a vu pas mal d'initiatives qui ont été proposées, organisées, les coffee Zoom ou les Zoom Coffee, les lunchs d'équipe, les quiz. Les apéros au début, enfin lors du premier confinement il y a un an, les apéros d'équipe, etc. Mais le constat que je fais et ce que j'entends de bon nombre de managers, c'est que cette dynamique est difficile à entretenir dans la durée et qu'au bout d'un temps, les gens s'essoufflent et
ont besoin de vrais contacts. Et donc, c'est comment arriver à faire preuve de créativité pour entretenir cette dynamique dans la durée en ayant la contrainte du virtuel qui est quand même limitant par rapport à toute une série de choses quand il s'agit d'entretenir le sentiment d'appartenance. L'autre point qui aujourd'hui est vraiment un point d'attention, c'est la fatigue. La fatigue des équipes, la fatigue des managers, en lien avec le fait qu'on voit pas cette crise évoluer, que chaque fois on nous présente des carottes en disant faites un effort pour les vacances de carnaval, puis au carnaval on n'a pas pu faire grand-chose, puis faites un effort pour les vacances de Pâques. Là on est juste avant les vacances de Pâques et on nous parle plutôt d'un 3e confinement, etc., etc. Donc chaque fois on sent que en termes de morale des troupes, on est vraiment constamment en dents de scie, mais ça a à chaque fois un impact qui est pas évident, quoi. Et du coup, dans ce cas de figure, alors, on se doute que personne n'a les réponses, sinon on n'en serait pas là où on est. C'est plus un côté brainstorming, expérience, peut-être créativité, voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qui est dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que toi tu préconises en fait, parce qu'effectivement, il y a des tas de choses qui ont été tentées, apéro, café, quiz. Comment est-ce qu'on peut découper les choses pour arriver à motiver les gens justement dans la durée? Est-ce que toi, il y a des choses que tu tentes avec des managers ou des entreprises où tu dis, tiens, on a eu là des chouettes résultats? Mais je dirais que c'est un éternel recommencement et qu'il y a effectivement pas de recettes miracles qui sont applicables à toutes les équipes, avec tous les environnements d'entreprise et avec tous les managers, parce qu'il y a autant de réalités qu'il y a d'équipes et de managers, j'ai envie de dire. Ce que j'ai vu, ce sont des entreprises qui effectivement sont très font preuve d'énormément de créativité par rapport à ce qui est proposé aux équipes et donc qui varient constamment. Donc il y a eu les breakfasts ou les cafés, cette phase-là. Puis il y a des entreprises qui ont proposé ou des managers qui ont proposé des lunchs d'équipe. Il y en a qui ont proposé des quiz. Il y en a qui ont proposé des challenges. Hier, par exemple, j'ai animé un atelier sur la cohésion d'équipe, donc c'était bien entendu en virtuel. Et ce que j'ai proposé aux gens, c'est de faire un carrousel de feedback. Et donc, c'était vraiment prendre le temps de se dire apprécie chez toi en tant que collègue. Et donc, chacun a donné du feedback à chacun de ses collègues dans le groupe. Et ils m'ont dit à la fin de la matinée, on est boosté, ça nous a fait un bien incroyable, on en avait vraiment besoin et en fait, on prend pas le temps de faire ça. Et le manager n'a pas forcément le temps de le faire non plus. Donc, le côté feedback du manager à distance, c'est vraiment quelque chose qui est super important et qui est vraiment un point d'attention pour les managers, de vraiment faire attention à donner régulièrement des signaux de reconnaissance et à donner très, très régulièrement du feedback à chacun de ses collaborateurs de façon individuelle. Et est-ce que Denise nous dit que c'est figé? Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si pour vous c'est figé aussi? Parce que pour nous, ça l'est pas. En tout cas, pour une qui est figée, je trouve que Anne bouge beaucoup. Donc, parce que ça va bouger, tandis que nous dans le chat, si c'est figé pour vous. Et donc, du coup, moi, une question que je me posais, c'est quand je t'entends parler, la plupart des choses que tu as l'air, non, Sébastien me dit que c'est OK. La plupart des choses que tu as l'air de mentionner ramènent en fait au présent et à l'instantanéité. Donc, le fait de partager directement, et ce qui motive, c'est justement de reconnaître ses collègues, de passer du temps entre collègues et aussi d'être sympa l'un avec l'autre. Parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, les collègues se sont transformés en envoyeurs de mails. Et on n'a plus de machine à café, on va plus luncher, il y a plus de partage. Si tu as un souci ou si tout va bien ou si tu as envie de célébrer, tu peux plus te déplacer dans le bureau de la personne pour aller le voir et avoir cet échange finalement qui est unique. Est-ce que, parce que du coup, au niveau, par exemple, des objectifs ou de la vision de gestion de projet, etc., c'est quand même sport de fonctionner comme ça, de fonctionner au côté instantanéité. Comment est-ce qu'on fait pour rassembler toute une équipe autour d'un projet d'objectif et d'une vision et de le maintenir sur X mois à l'heure actuelle?
Ben ça, c'était plus l'autre point que j'avais mentionné comme point d'attention, qui est l'aspect organisation. Donc, je pense qu'un des points auquel il faut être attentif dans le management à distance sur la durée, c'est de ne pas considérer, même pour des équipes qui avaient l'habitude de fonctionner en présentiel, que toutes les règles et toutes les modalités d'organisation du présentiel vont automatiquement être transposables dans la réalité virtuelle. Donc, c'est important de rebaliser quelles vont être nos modalités d'organisation, comment est-ce qu'on va fonctionner et de prendre le temps. Mais bon, là, on parle au début de la période du premier confinement, de prendre le temps de rebaliser vraiment bien les choses. Et moi, je donne souvent comme base de référence ou comme base de travail le modèle de Frey, qui est un modèle que je trouve très intéressant pour structurer le travail en équipe. Et donc, c'est un modèle, d'abord on définit le contexte, et puis une fois qu'on a bien identifié dans quel contexte est-ce que l'équipe évolue, quelle est sa réalité, quels sont ses clients internes, externes, quelles sont les attentes et les besoins de ses clients, quelles sont les valeurs, quelle est la culture de l'entreprise, etc. Après, on va pouvoir s'attacher de façon très précise à quels sont nos objectifs. Et en fait, quand on est dans du management à distance, le découpage des objectifs, il est intéressant de le faire à un niveau de granularité qui est plus bas, peut-être, que quand on est dans du présentiel. Pourquoi? Parce qu'au plus les choses sont claires, au plus après les collaborateurs vont pouvoir fonctionner de manière autonome et indépendante. Et donc ils doivent savoir clairement, ok, quelles sont les priorités du moment, quelles sont les priorités à 2, à 4 semaines, etc., pour pouvoir se mobiliser. Donc ça, ce sont les objectifs. Puis une fois qu'on a défini les objectifs, on va définir le rôle de chacun. Et le rôle de chacun, c'est aussi intéressant de le repréciser quand on est dans du management à distance. Et puis alors après, on va définir les procédures. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble? Et puis alors définir le niveau des relations interpersonnelles. Et là, ben, on entre en ligne de compte, à quelle fréquence est-ce qu'on se réunit, par quel canal est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on échange l'information, comment est-ce qu'on peut retrouver du temps informel, etc. Et tout ça pour réaliser les différents niveaux de structure auxquels on peut réfléchir en matière d'organisation. Ok. Tu as été figé un petit moment, ça a été coupé. Est-ce que tu peux juste repartir sur la toute dernière partie? Ah bon, c'est à partir de quand j'ai été figée? Ouais, les procédures? Oui, c'est ça, ouais. Ok, donc j'avais parlé des objectifs, des rôles, les procédures, donc c'est comment est-ce qu'on va faire pour travailler ensemble. Et puis alors après, il y a le niveau des relations interpersonnelles, c'est à quelle fréquence est-ce qu'on échange de l'information, à quelle fréquence est-ce qu'on se réunit, comment le fait-on, quels sont les canaux de communication que nous utilisons, et comment aussi est-ce qu'on essaye d'entretenir l'informel entre nous, quoi. Cette fameuse, ce qu'on lit partout, cette fameuse machine à café qui a disparu, comment est-ce qu'on fait pour essayer de substituer des moments à cette mythique machine à café? Ok. Alors, modèle de Frey, comment t'écris Frey? Comme ça, je le mets dans le chat. FRY. FRY. Tu vois, moi, je sais pas, j'aurais écrit AAI. C'était sympa, oui. Non AAI aussi. Oui. Pourquoi? Non. Nicolas a une question. La nature du travail n'influence-t-elle pas les effets ou l'absence d'effets sur la distance manager-terrain? Oui, tout à fait. Tout à fait. Absolument. Alors, c'est à la fois la nature du travail et peut-être en lien avec ça, du coup, les profils des collaborateurs. Donc, effectivement, quand je vois des gens qui étaient déjà habitués à travailler en mode projet, par exemple, le fait de faire du télétravail a eu très peu, du full télétravail a eu très peu d'impact pour eux, parce que les organisations étaient déjà
agile, flexible et qu'on avait déjà défini en mode gestion de projet, les étapes intermédiaires, les indicateurs de mesure précis, les fameux KPI, etc., etc. Par contre, effectivement, dans d'autres types de métiers, le fait de passer en télétravail, en full télétravail, était quelque chose de très nouveau pour certaines équipes. Je pense à des équipes qui avaient l'habitude d'être sur le terrain, par exemple, en support. Je pense à, par exemple, des équipes d'assistants sociaux, etc., qui ont pendant un certain temps travaillé à distance. Ben là, il fallait effectivement clarifier beaucoup plus de choses parce que c'était pas le modus operandi qu'ils avaient connu, effectivement. Tout à fait. Et est-ce que, tu vois, tu parlais justement de découper les objectifs, en tout cas de les faire d'aller plus dans les détails. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi je dirais la fatigue, le stress, en fait, le fait que ça soit pesant, et deux, le fait même que qu'on soit en équipe et à distance, qu'il faut quelque chose de plus petit et plus explicite, qui permet de faciliter en tout cas le travail et la répartition. Moi, je sais que quand je travaille ou quand j'accompagne, il y a vraiment ce côté, on découpe les tâches en petits et on time aussi pour voir ça, c'est la tâche et la répartition, du coup, est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus claire. Et c'est quelque part, est-ce que c'est le rôle du manager de quelque part aller jusqu'à, alors c'est un peu extrême, mais je pose la question parce que les gens sont vraiment fatigués et en plus, les journées sont un petit peu, ont tendance à être beaucoup plus longues qu'avant puisqu'en fait, on est à la maison et puis en même temps, on fait une machine à laver et puis en même temps, il y a les enfants et puis en même temps, on a tendance à faire toute une série de choses en même temps parce qu'on est à la maison, donc c'est beaucoup plus difficile de se concentrer que les moments où, et Dieu sait que tout le monde, que la plupart des gens justement, en particulier en France, là où il y a des longs déplacements ou des déplacements où il y a, il y en a qui font 2 heures le matin, 2 heures le soir, donc c'est vrai que il n'y a plus ces déplacements-là, mais il n'y a plus non plus cet état d'esprit de je me déplace et je me mets en condition professionnelle et ma journée a un début et une fin. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que dans la façon de procéder, de mâcher le travail, de découper les objectifs, d'accompagner les collaborateurs chez eux, il y a une façon différente de s'y prendre? Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu viens de Oui, dire. mais j'ouvre les portes, rebondis sur ce que tu veux, sur ton expérience, sur ce qui t'inspire, et vous dans le chat. Mais si vous avez des questions sur l'une ou l'autre chose dont j'ai parlé, dont je n'ai pas parlé non plus, et que Anne, parce qu'Anne a la réponse à tout, ça vous savez. Un être omniscient en termes de management à distance, faites-vous plaisir. Anne. Alors en fait, le constat que j'ai fait surtout pendant le premier confinement, c'était que pour les parents avec des jeunes enfants à la maison, la gestion du temps était un réel défi et que le fait de devoir gérer en parallèle le travail avec une charge de travail et des priorités et des délivrables qui bien entendu n'avaient pas été revus à la baisse et en parallèle la logistique de la maison et s'occuper correctement des enfants, ça faisait du multicasquette qui était vraiment pas du tout évident à gérer. Et donc, au terme de cette première phase de confinement, on a vu moi, j'ai vu personnellement des managers ou des jeunes responsables d'équipe qui étaient extrêmement fatigués et qui disaient c'était juste une période horrible que je ne voudrais plus revivre. Entre-temps, les enfants ont pu retourner à l'école, à la crèche, etc. Donc, les parents ont pu s'organiser un petit peu différemment et retrouver un petit peu une bouffée d'air à cet égard-là. Alors après, le côté organisationnel est effectivement extrêmement important. Donc, il y a aussi énormément d'articles qui expliquent que en télétravail, c'est important de garder une certaine routine, un certain rythme, un certain cadre, de s'habiller comme si on partait au travail, d'essayer d'être dans un endroit séparé des endroits dans lesquels on vit, etc., etc. Il y a des choses qui sont réalistes, il y a des choses qui, pour certaines personnes, sont moins réalistes, parce que encore l'autre jour, j'avais donc un entretien de coaching avec quelqu'un qui était dans la chambre de sa petite fille parce que le mari était d'un côté, parce qu'il y avait un adolescent qui étudiait à un autre endroit. Enfin bon, chacun fait ce qu'il peut, du coup, aussi en fonction de l'infrastructure qui est disponible. Par contre, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que il y a encore
peu d'entreprises dans ce que je vois qui ont vraiment mis clairement des limites à une politique en matière de déconnexion. Et ça, je pense que ça aiderait pas mal de gens parce qu'il y a un peu encore quand même l'état d'esprit. Je dois montrer que je travaille, je dois montrer que je suis disponible, je dois montrer que je suis là. Et donc, éventuellement, je réponds à mes mails même à 22 heures parce que il me semble que c'est de bon ton de le faire. Mais ça crée un stress et une pression qui sont constants quelque part. Et donc ça génère pas mal de fatigue. Et aussi, surtout, il y a plus de frontières entre la sphère privée et la sphère professionnelle, ce qui n'est quand même pas l'idéal. Donc être plus clair dans qu'est-ce qui est de l'ordre de, enfin, qu'est-ce que la déconnexion, qu'est-ce qu'on attend de la part de nos collaborateurs, ça en aiderait certains, je pense. Et donc ça, c'est peut-être des politiques plus globales à mettre en œuvre au niveau des entreprises et aux managers à soutenir et aux managers à déjà donner un cadre clair à leurs collaborateurs par rapport au mode de fonctionnement de l'équipe. Alors. J'ai une question custote de la part de Noël. On ressent aujourd'hui une grande fatigue chez les managers qui n'en voient plus le bout. Oui. Comment, en tant que RH, pouvons-nous les soutenir ? Dans ce que tu disais, je pense qu'il y a déjà une clé, c'est vraiment faire une politique pour le coup de déconnexion, en disant ben voilà, tout le monde, les horaires sont différents, on l'a vu, ne fût-ce que j'ai une amie qui est CEO, elle me dit mais c'est dingue, en fait, il y a des horaires différents entre les gens qui ont des enfants et ceux qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Et du coup, elle arrivait avec une journée où les gens commencent, une partie des gens commencent à 7 heures, oui. Et l'autre recommence à travailler, donc 7 heures jusqu'à une certaine heure, et puis on s'occupe des enfants. Moi-même, j'ai un enfant, donc effectivement, je travaille comme ça. Donc avant une certaine heure, alors maintenant, il est à l'école. Quand il n'était pas à l'école, c'était pendant la journée où lui était réveillé, je travaillais, mais mais je me mettais des moments, parce qu'à un moment donné, tu le mets devant le dessin animé, mais tu sais qu'il est devant le dessin animé, donc il y a une partie de toi qui sent quand même un chouïa coupable, et puis tu l'entends derrière, donc tu fais tes calls avec Woody Woodpecker. C'est sympa. Toi, à un moment donné, tu lâches prise, t'as pas spécialement le choix, mais voilà, je me mets à la place de ceux qui essayent de cacher ça ou dire, non, voilà, de s'organiser parce que t'as quand même le poids et de la culpabilité et d'être sérieux du quand dira-t-on, etc. Et puis, du coup, il y a tout le moment où il y a les enfants et puis quand ils sont couchés, on reprend, mais du coup, il n'y a jamais aucun moment où on peut se ressourcer, où on est au calme, sans culpabiliser, en étant ok. Donc voilà, qu'est-ce que Docteur Anne préconise? Alors, de nouveau, il n'y a pas de recette miracle, mais la situation que tu décris. Et la demande ou la question de Noël, donc c'est effectivement en lien avec ça, des managers qui ont des équipes dans lesquelles les collaborateurs ont différentes organisations, sur base de ce que tu décris ou d'autres choses. Et donc, le manager qui se sent l'obligation d'être disponible parce qu'effectivement, on n'a pas cessé de marteler, attention, manager à distance et être très disponible vis-à-vis de ses équipes pour être sûr de détecter les signaux faibles et de pouvoir réagir directement. Mais effectivement, ce qu'on a peut-être un peu sous-estimé ou dont on ne se rendait pas compte puisqu'on s'est tous adaptés aussi avec l'évolution, c'est la pression implicite que ça a mise sur les épaules des managers qui ont dit « Ok, je dois être disponible pour mes collaborateurs, mais ça veut dire que je dois être disponible pour celui qui commence à 7 heures comme pour celui qui termine à 22 heures ou 23h30. Et moi là-dedans. Donc, je pense que aider les managers en leur donnant le droit de dire, OK, voilà les périodes pendant lesquelles vous êtes disponible et vous avez le droit de ne pas être disponible avant ou après ou de faire preuve de flexibilité dans votre emploi du temps pour vous ménager des périodes pendant lesquelles vous rechargez vos batteries, c'est probablement les aider. Après, je suis pas sûre que ça va être la recette miracle à la fatigue qu'on voit aujourd'hui et qui est un peu générale dans toute la population parce que c'est multifactoriel, je dirais. C'est le stress engendré par la situation sanitaire, les conséquences économiques de celle-ci, les éventuels événements qu'on a vécus dans notre sphère privée en lien avec la crise sanitaire. Le stress mis par la pression, rentabilité, performance, etc. au sein de l'entreprise, le souhait d'aider des gens dans les équipes qui ne vont pas bien,
Et il faut pas sous-estimer la fatigue générée par le fait d'être 8, 10 à 12 heures derrière ces écrans. Hein. C'est beaucoup plus fatigant que d'être en présence de ses collaborateurs. Hein. Donc cette fatigue-là, je n'ai pas vu jusqu'à présent d'études qui montrent quelles vont être les conséquences de ça, mais c'est clair que c'est énorme. Et tu soulèves, je trouve, des points qui sont passionnants. Et le premier, c'est vraiment je pense, cette fatigue d'être en réactivité, parce que finalement, les managers, étant donné qu'ils sont censés être connectés ou répondre tout le temps, sinon pas de plage horaire, ils sont systématiquement en réaction par rapport à tout stimuli extérieur, à tous les stimuli ou à tout stimulus. En fonction. Extérieur. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est, t'as pas vu d'études, mais moi, je vais, donc tous les mois, en fait, depuis le premier confinement, je vais chez l'ostéo, justement pour prévenir. Donc c'est pas que j'ai mal quelque part. Je vais pour prévenir éventuellement, parce qu'effectivement, on est beaucoup plus assis, on bouge moins, etc. Et lui me disait, le nombre de tendinites de la fesse, c'est hallucinant. Non, mais sérieux, je te jure. Et je donne des cours la semaine passée, et il y a un monsieur qui est spécialisé dans les semelles, donc semelles pour chaussures, sportifs, etc. Et là, il va faire des semelles pour fesses. Donc, franchement, donc voilà, on voit là-dessus. Donc, je me dis que c'est toujours intéressant à partager. Donc, il y a des mouvements à faire pour ne pas avoir de tendinite de la fesse. Voilà. Des nouveaux marchés s'ouvrent. Voilà. Voilà, absolument. Comment profiter des opportunités. Des opportunités. Et je partage une autre étude que j'ai lue. Et après, je pense qu'on a une ou deux questions dans le chat. Une autre étude que j'ai lue, donc par rapport au pyjama. Est-on plus ou moins performant en pyjama ou training? Anne, qu'en penses-tu? Alors, là, de nouveau, nous sommes tous des individus à part entière. Moi, le conseil que je donne, effectivement, c'est de ne pas travailler en pyjama pour qu'il y ait une coupure d'un point de vue au niveau de notre cerveau entre les moments de détente et la nuit, et puis le mode travail. Donc, moi, je préconise vraiment de mettre une tenue de travail. Alors, bon, quelle qu'elle soit, on n'est pas obligé de mettre un tailleur, hein, c'est pas ça la question, mais de faire quand même une claire séparation entre les deux. Est-ce que c'est ce que tu avais lu dans ton étude? Eh bien, l'étude dit, oui et non. L'étude dit ça ne nuit pas à la performance, mais on va moins bien psychologiquement. Ah oui. Voilà, à terme. Moi, je confirme que ça pourrait s'appliquer à moi. Alors, ce que je voulais encore dire, si je peux rajouter quelque chose par rapport à la question posée par Noël, c'est que je pense que ce qui est important aussi pour les managers, c'est d'aider leurs collaborateurs à être autonomes et à grandir en autonomie. Et donc, c'est quelque part, ça n'aura pas, c'est pas on-off, hein, ça n'aura pas un effet immédiat sur leur fatigue. Mais au plus ils donnent le cadre et ils créent le contexte pour que leurs collaborateurs puissent fonctionner de façon autonome, au plus aussi ils vont pouvoir lâcher prise et donc avoir moins cette obligation d'être là, de répondre directement, d'être disponible quasi 24 heures sur 24 pour leurs collaborateurs. Alors Nicolas nous dit, le sentiment de culpabilité n'est-il pas aussi un facteur à prendre en compte dans la fatigue des managers? Quelle est la place du contrôle que les entreprises veulent exercer? Donc, la place du contrôle que les entreprises veulent exercer. Le contrôle sur… C'était, à mon avis, c'est justement ce côté, tu sais, on en discutait juste avant, c'est se sentir coupable du fait de ne pas être assez connecté ou de ne pas être là toutes les secondes, etc. Et je pense que la question de Nicolas reformule, ou dis-moi si ma traduction en tout cas n'est pas bonne, mais c'est de dire le questionnement de l'entreprise et mettre peut-être des règles claires par rapport à voilà, en tant que manager, ce que nous attendons de vous. Et voilà, en tant que manager en période de Covid, quelle est votre obligation de liberté ou votre latitude en disant, je ne sais pas si c'est ce que Nicolas veut dire, mais j'en profite peut-être pour placer un truc qui me semble essentiel, c'est de dire effectivement, voilà, de telle heure à telle heure où vous répondez au message, où vous êtes au taquet derrière les mails et les demandes de vos collaborateurs, quitte à organiser effectivement des Zooms, mais ça peut être des quiz, ça peut être toute une série de choses qui sont organisées de manière régulière, pas des one-shots, sinon c'est fatigant pour tout le monde. Mais à côté de ça, pouvoir se dire, entre midi et 2,
je dis n'importe quoi, aucun mail ne peut partir de votre boîte mail. Enfin, d'avoir à imposer des règles de réactivité ou d'être à l'écoute d'eux, comme des règles de liberté. Tout à fait, oui. Mais je pense que, de nouveau, au plus, en fait, quelque part, le manager, quand il était en présentiel avec son équipe, il fonctionnait avec cette équipe sur la base de règles qui soit étaient très explicites parce qu'il les avait élaborées avec son équipe, soit qui étaient implicites. Mais probablement que, enfin, dans toute équipe, il y a un modus operandi qui existe, explicite ou implicite. Le fait de passer en virtuel nécessite de redéfinir ces règles de fonctionnement. Et donc, effectivement, et en lien avec ça, que le manager fasse preuve d'une certaine, enfin, que l'équipe décide, manager y compris bien sûr, de faire preuve d'une certaine transparence. Donc effectivement, je communique avec l'équipe mes moments de disponibilité et aussi les moments auxquels je ne serai pas là. Et donc, à mes collaborateurs d'utiliser ces moments de disponibilité pour me poser des questions, pour échanger avec moi, pour résoudre des problèmes et pour que je puisse leur offrir ce soutien dont ils ont besoin. Mais ça ne veut pas dire que je dois être effectivement disponible 24 heures sur 24. Ça, en parallèle avec comment est-ce que je fais pour donner cette autonomie à mes collaborateurs, ben, peut quelque part, donc c'est le contraire du contrôle. Hein, donc c'est de nouveau, tout est imbriqué en fait. Hein. J'ai défini des objectifs clairs avec des règles de fonctionnement, des objectifs que j'ai défini à un niveau de granularité, comme je le disais tout à l'heure, qui est plus bas et qui permet à chaque personne de dire, OK, je dois me concentrer là-dessus, ce sont mes priorités à 2 semaines. Je sais que tous les jours, je peux contacter mon manager ou que je fais un point quotidien avec lui et donc j'aurai l'occasion d'adresser des choses. Et à côté de ça, on a nos réunions d'équipe. Je vais avoir un entretien individuel, un face-to-face avec lui à une fréquence que nous avons définie. Et en dehors de ça, ben, j'ai aussi des échanges avec mes collègues. Donc, mettre en place ces différents éléments peut quand même contribuer à diminuer la pression qu'on met sur les managers. Mais effectivement, je vois que c'est la population aujourd'hui qui est vraiment en train de tirer la langue, hein, et surtout les managers qui sont en ligne directe avec les équipes sur le terrain, quoi. Donc vraiment, le premier niveau de management, c'est vraiment compliqué pour eux, je trouve. C'est quand même le constat que je fais. Donc Nicolas, oui, effectivement, contrôle sur le télétravail, il nous disait. Thérèse nous dit recharger ses propres batteries mentales, physiques et émotionnelles peut aider le manager. Et Noël nous disait, oups, je vais aller me changer. Voilà. Je pense que t'es pas le seul, t'es pas la seule dans le cas. Moi j'ai des jolies pantoufles. Voilà. Voilà. Comme ça, on n'a plus de secrets. C'est le gag avec la vidéo de Bart de Wever qui était avec une cravate sur le, enfin forcément, et qui était en boxer. Il avait oublié qu'il y avait le miroir derrière. Ah, mince, ça c'est pas de chance. Bon bah voilà, petit truc, assurez-vous lors de vos lives que vous n'avez pas de miroir. Donc, on a vu les différences entre management présentiel et distanciel. Est-ce que tu peux nous expliquer les trois plus grosses erreurs qui sont faites par les managers selon toi? Par les managers, ben, je dirais que c'est de ne pas avoir reclarifié comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble à distance et de ne pas d'être parti du principe peut-être qu'on allait continuer comme c'était en présentiel, de ne pas avoir vu la nécessité de dire OK, mais passer du présentiel au virtuel, c'est pas juste utiliser les outils digitaux qui sont à notre disposition. Non, il faut recadrer les règles d'équipe, comment est-ce qu'on va utiliser le mail, comment est-ce qu'on va utiliser le chat, comment est-ce que on va, à quel moment est-ce que la vidéo par exemple sera très importante. Ça c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Moi, quand j'anime mes ateliers, que ce soit en groupe, je demande systématiquement aux participants que les vidéos soient activées. Je ne conçois pas de faire des ateliers sans pouvoir voir les participants. Et j'en entends encore beaucoup qui me disent, les réunions d'équipe, on les fait encore avec la vidéo désactivée. Et pour moi, ça, c'est inconcevable de pouvoir aujourd'hui dire on entretient le lien avec ses collègues en ayant devant nous des écrans dans lesquels on a les initiales de son prénom et de son nom, quoi. Il faut absolument qu'il y ait au moins le contact visuel.
pour pouvoir un peu quand même se connecter à ses collègues. Donc ça, la vidéo, c'est vraiment super important et pour moi, ça devrait être systématique dans tous les échanges d'équipe, quoi. Mais a fortiori individuel, mais même en groupe. Je dirais que le risque peut-être, et certainement au début de cette pandémie, c'est que les managers se sont dit, oula, il va falloir continuer à enregistrer des résultats alors que tout le monde est à distance. Et donc, il y a eu un focus sur la performance, sur la rentabilité, sur les objectifs, etc. Aujourd'hui, la préoccupation pour les relations interpersonnelles est pour moi vraiment revenue au centre des préoccupations. La difficulté, comme on le disait au début, c'est de savoir comment faire pour entretenir ces relations alors qu'on n'est que dans du digital, comment faire pour intégrer les nouveaux et pour alimenter leur sentiment d'appartenance à l'équipe, alors que dans certains cas, les nouvelles recrues n'ont même pas encore eu l'occasion de rencontrer tous leurs collègues quand on parle de grandes équipes. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même compliqué, quoi. Cette histoire de droit à la déconnexion, donc pour moi, ça c'est vraiment un point qui maintenant est un point de questionnement, mais qui n'a pas été au départ, de nouveau parce qu'on a géré les urgences et les priorités. Je dirais que ce sont ces 3 points-là, les points d'attention. Donc, premier, c'est partir du principe que tout est comme avant, alors que c'est à distance. Oui, c'est ça. Oui. Le deuxième, c'est faire un focus sur les objectifs, la performance et les résultats. Oui. Et le troisième, ne pas avoir instauré sans doute un droit à la déconnexion, ne pas avoir accompagné éventuellement chaque personne de son équipe dans est-ce qu'on peut dire, dans une traduction du nouveau travail, disons, mais avec un horaire spécifique. Parce qu'en fait, ce dont tu parles quand tu parles de ça, arrête-moi si je me trompe, c'est vraiment d'accompagner finalement chaque personne de son équipe, chacun des collaborateurs, en disant quelle est cette nouvelle réalité et comment t'aider à l'adapter pour qu'elle soit finalement écologique pour toi. Oui. C'est ça. Et donc, c'est l'autonomie, et l'autonomie, et ça va avec la confiance. Donc, on va être capable de laisser de l'autonomie à quelqu'un dès lors qu'on lui fait confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui se construit et qui s'entretient au fur et à mesure des relations. C'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain. Et donc, c'est vrai que de nouveau, et là, mais ça renvoie à des modèles très connus et très classiques comme le modèle du leadership situationnel, etc. En fonction du collaborateur que l'on a en face de nous, le niveau d'autonomie qu'on va lui donner, il est en lien avec les compétences qu'il a pour exercer le rôle qui est le sien au sein de l'équipe. Et donc, il y a des gens à qui je vais donner une autonomie progressive parce que les compétences qu'ils ont et le profil qu'ils ont dans l'équipe va se développer, et donc que l'autonomie va se développer en fonction, et que c'est ça qui va faire que on a confiance. Le deuxième point, c'est de nouveau, c'est raisonner en termes de résultats attendus. Et donc, à la limite, si tu atteins les résultats et que tu as atteint ces résultats dans un temps de travail qui est excellent pour toi, tant mieux. Ce qui compte, c'est pas le temps que tu y passes, c'est les moyens que tu mets en œuvre pour atteindre les résultats. Et donc, dans certains cas, il a fallu effectivement changer l'état d'esprit. On n'est plus en train de regarder combien d'heures le collaborateur est derrière son écran. On est en train de regarder qu'est-ce qu'il délivre et qu'est-ce qu'il réalise. Et c'est ça qui est le plus important, en lien avec la notion autonomie, confiance, responsabilisation, tout ça va ensemble. Ok. Mais tu disais le deuxième point, est-ce que tu es, question, est-ce que tu es déjà sur les 5 clés pour rendre son management efficace et motivant ou pas? Parce que du coup, tu reprenais les points comme ça et je me dis, elle plonge. Il y en avait, oui, il y en avait, mais c'était en lien avec la question aussi, donc oui. Ok. Et oui. Donc, pour venir à ces 5 clés, parce que le temps passe vite quand on s'amuse, est-ce que donc la première clé, ce serait l'autonomie, confiance? Pour moi, la première clé, c'est redéfinir le cadre dans lequel on va fonctionner en étant à distance.
D'accord. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, le modèle de Fry peut être un bon guide parce que il a l'avantage de présenter une certaine structure, quoi, avec le contexte, les objectifs et les différents points que j'ai évoqués. Alors après, une fois qu'on a défini le cadre, ça va être c'est quoi nos valeurs d'équipe à distance? Qu'est-ce qui va être important pour nous? Par exemple, peut-être, je pense à la bienveillance. Peut-être que la bienveillance ne faisait pas partie des valeurs d'équipe avant le début de la pandémie, et qu'on va voir que c'est une valeur importante aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est redéfinir ensemble, tiens, quels vont être les comportements sur lesquels on se met d'accord, et puis partant de là, comment est-ce qu'on va communiquer entre nous? À quelle fréquence, sous quelle forme, etc. Et l'exemple que tu donnais du coup tout à l'heure du feedback en équipe, on peut traduire en fait, parce que j'imagine que derrière ces valeurs qui ont été énumérées, c'est comment est-ce qu'on les fait vivre à distance. Absolument. Et donc, si on parle de la bienveillance, ce genre d'exercice de feedback d'équipe pourrait être une traduction concrète de cette nouvelle valeur d'équipe. Oui, ou pourrait être un besoin à un certain moment que l'équipe a de resserrer les liens. Et donc, parce que cette fameuse machine à café dont on parle tout le temps, qui forcément n'est plus là, ce qu'il y a derrière, ce sont toutes les conversations informelles, ce sont les échanges informels où, oui, effectivement, en allant chercher notre café, on discute et je te demande comment va ton fils, etc., etc. Aujourd'hui, ces contacts-là, il faut les recréer de façon un peu formelle, puisque je dois prendre la peine de t'appeler, etc., 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 où on doit décider, tiens, demain, à 10h30, on se fait une pause café ensemble et on aura l'occasion d'échanger des choses sur des sujets plus informels. Et donc, effectivement, ça peut être à un certain moment un besoin que l'équipe a de se reconnecter, que les individus ont, de se reconnecter entre eux au travers mais au fond, qu'est-ce qu'on apprécie les uns chez les autres? Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus entendu parce que dans le cadre de nos échanges, on est beaucoup plus sur le boulot, sur les résultats, sur comment on vit cette pandémie et moins sur qu'est-ce qu'on apprécie les uns chez les autres, quoi, par exemple. Okay. Donc, effectivement, ça peut participer à cet objectif-là. Super. Donc, et ça, c'était la deuxième clé. La troisième? La troisième clé, c'est en tant que manager de vraiment donner à chacun ce dont il a besoin. Donc, le côté casquette coach du manager, en fait, on se rend compte que c'est déjà l'évolution managériale dans laquelle on se trouve en lien avec notre évolution sociétale. Hein. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on attend du manager qu'il offre un soutien à chacun de ses collaborateurs, qui puisse détecter justement les signaux d'épuisement, les signaux de désengagement, de démotivation, les difficultés passagères que tout un chacun rencontre en lien avec des situations personnelles problématiques et qui puisse offrir un soutien par rapport à ça. Donc là, on est vraiment dans la dimension individuelle du management, mais qui est au jour d'aujourd'hui encore un peu plus important, je dirais. Quatrième clé? La quatrième clé, c'est de continuer à soutenir ou à alimenter le sentiment d'appartenance. Donc, en fait, le manager, il doit être un soutien individuel, mais on attend aussi de lui qu'il soit un animateur d'équipe. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il doit avoir toutes les idées dans son seul cerveau à lui, hein, mais en tout cas, c'est contribuer ou prévoir des moments avec l'équipe qui vont alimenter ce sentiment d'appartenance, quoi. J'ai entendu des équipes qui avaient fait des team building en virtuel. Donc plutôt les fameux team building que les équipes font 1 à 2 fois par an. La tendance première c'était de dire oui, cette année-ci on n'aura pas de team building. Eh bien, si, faisons des team building en virtuel. Il y a moyen de bien s'amuser, il y a moyen de justement réfléchir à notre identité d'équipe, à être ensemble, passer un bon moment pour nous reconnecter, et il y a moyen de le faire même en virtuel. Et donc ça, c'était très important. Et tu as un ou deux exemples de ce qu'on peut faire du coup en virtuel, tu sais? J'avais vu des sites qui proposaient plein de choses. C'était faire des recettes de cuisine à distance. C'était réfléchir en lien aussi avec
aller avec le côté écologique, réfléchir et échanger des bons plans par rapport aux potagers, que ce soit les potagers dans nos jardins ou les potagers de balcon. C'était ces choses-là que j'avais vues que je trouvais un peu enfin, le repas, oui, c'était fréquent, mais à distance, c'était ça que je trouvais un peu différent des quiz et autres choses ou des escape games aussi à distance. Oui. Ouais, j'ai déjà tenté, je vous conseille. Oui. C'est très gai. Donc, c'est ce que j'ai vu. Oui. Ouais. Bon, il y a pas mal de sites, effectivement, qui en proposent. Hein, mais, oui, tout à fait. Ouais. Elle dit virtuel, escape game, cocktails, escape room virtuel. Ouais. Voilà. C'est marrant, du coup, je fais le parallélisme parce que j'y pense quand je lis ça, c'est le fait de jouer à des escape rooms alors qu'on est confiné. Oui, oui, tout à fait. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Donc, du coup, ensemble, on va tous arriver à sortir de la pièce. Pas forcément de notre maison, mais de la pièce, c'est déjà pas mal. Et donc, la 5e clé, Sharan. Alors, la 5e clé, c'est en fait, quelque part, j'ai beaucoup parlé du sentiment d'appartenance à l'équipe et moins au niveau entreprise. Et donc, le rôle du manager, c'est aussi de jouer ce rôle de courroie de transmission par rapport à, ce qu'on fait, ce que chacun d'entre vous faites et ce que l'équipe fait, quelque part, contribue à tel objectif de l'entreprise, contribue à tel niveau pour réaliser la stratégie de l'entreprise et de continuer à donner du sens et faire le lien entre ce qu'on fait nous à titre individuel, ce que l'équipe fait par rapport à ce vers où l'entreprise va et vraiment de continuer à alimenter ce sentiment-là pour ne pas qu'il y ait une déconnexion totale, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Donner de la transparence par rapport aux décisions prises, donner de la transparence par rapport aux gros chantiers sur lesquels on travaille pour cultiver le lien avec l'entreprise. Donc finalement, cultiver le lien, donner un sens. Comme, oui, tout à fait. Oui. N'hésitez pas si je vais encore prendre une ou deux questions si vous en avez. Mais si vous avez 1 heure de temps de midi, mais comme vous êtes sûrement organisé en mode proactivité plutôt que réactivité, peut-être que vous êtes dans vos 2 heures off de la journée. Mais n'hésitez pas du coup si vous avez encore quelques questions, parce qu'on va finir d'ici 5 grosses minutes. Donc Wilfried, pour information, peut-on répéter la 2e clé? Ah, mais je vais vous répéter les clés justement. Je prends en note, hein, vous avez vu avec les 3 grosses erreurs. Donc Anne, je répète, tu me dis si j'ai bien pris note et si c'est bien ça que tu voulais dire. Première super clé pour un management efficace et motivant, redéfinir le cadre. 2e clé, asseoir, retravailler peut-être ses valeurs d'équipe pour avoir des valeurs d'équipe à distance. Et donc, Anne a donné l'exemple de la bienveillance qui pourrait être illustrée de 1000 manières différentes. Mais j'ai proposé de relier ça avec le feedback d'équipe, exercice que je trouve vachement sympa où on dit à tout le monde ce qu'on apprécie chez lui. Je trouve ça, un super chouette exercice. 3e clé, donner à chacun ce dont il a besoin, être en soutien. Et puis là, c'est par contre, on fait par opposition à, on donne à chacun ce dont il a besoin, Anne rectifie si je me trompe, ce dont il a besoin dans un cadre spécifique et que le manager, du coup, ne doit pas s'oublier non plus là-dedans. Donc, on doit créer un cadre où le manager est là pour le collaborateur, pour son équipe, et en même temps où il est là pour lui-même. Et donc, c'est sans doute là où il y a un vrai challenge. Si je peux me permettre, Émilie, donner à chacun ce dont il a besoin ne veut pas dire ne pas fixer les limites en tant que manager. Pour le côté, je me respecte. Moi, je lisais une question. Est-ce que tu disais? Je disais, donner à chacun ce dont il a besoin, c'est-à-dire effectivement identifier, tiens, qu'est-ce qui te motive, quelles sont les activités que tu fais avec plaisir, parce que bon, c'est ça qui maintient la motivation et qui fait qu'on est bon dans ce qu'on fait, etc., etc. Mais tenir compte des besoins de chaque individu ne veut pas dire pour le manager que lui doit pas écouter ses propres besoins et ne doit pas se respecter et donc pouvoir fixer les limites. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la 3e clé vient après la première clé, comme quoi c'est bien fait, qui est le cadre. Oui, c'est bien pensé. 4e clé, continuer et alimenter le sentiment d'appartenance, donc d'appartenance du coup à l'équipe, qui va avec la 5e clé, taram, roulement de tambour, continuer à alimenter le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Oui. Avec le manager qui joue un rôle d'in-between entre oui, c'est ça.
en expliquant la vision, les objectifs, comment on avance, Oui. comment on avance, même si finalement on bouge moins qu'avant. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait une déconnexion. Parce que je suis chez moi, moi, j'adore, j'aime bien, ça fonctionne bien, etc., etc. Et en fait, oui, bon, je sais que je travaille pour telle entreprise, mais somme toute, si moi ça marche bien pour moi, si j'ai ce qu'il faut pour atteindre mes résultats, je me sens plus tellement connectée à mon employeur. Ça, c'est le risque. C'est ça. Et donc, le rôle du manager, c'est de jouer ce rôle d'in-between, comme tu dis, de courroie de transmission. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, Marc-Olivier, pour les 5 clés. J'espère qu'elles étaient claires. N'hésite pas si tu as une question. Et Noël dit merci beaucoup à toutes les deux. Non, pardon, c'est pas Marc-Olivier, c'est attends, hein, c'est Wilfried. Oui. Wilfried, la question, c'est parce que du coup, voilà, il y avait pas mal de chats. Thérèse dit, je dois vous quitter, désolée. Eh ben, avec plaisir. Thérèse et Thérèse qui nous disaient, personne ne voit mes crocs. Non, personne n'a vu tes crocs, Thérèse. Nous te souhaitons une divine après-midi. Et Marc-Olivier demandait, n'est-il pas également nécessaire de réorganiser des rencontres physiques, entre parenthèses, et sécurisées? Alors, effectivement, donc j'ai lu récemment une étude de laquelle il ressortait que plus c'était combien 38%, je pense, des collaborateurs, c'était une étude qui avait été faite en France, souhaitaient retourner en présentiel. Bon, alors je ne sais pas quoi dire parce que la tendance n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là quand on entend les derniers chiffres et quand on lit les derniers articles de la presse, malheureusement. Cela dit, j'entends des managers qui aussi, pour entretenir leur cohésion d'équipe et le moral des troupes, ont mis en place de façon tout à fait sécurisée des promenades d'équipe. Et ça donne apparemment des résultats super top. Donc, pourquoi pas? C'est allier l'utile à l'agréable et effectivement, ça peut se faire de façon sécurisée. Cela dit, là, on est tributaire de la taille de l'équipe, hein, parce que si on a des équipes de 17-25 personnes, ça n'est pas tellement utile, quoi. Ça va pas le faire. Et donc, on est aussi tributaire du temps parce que jusqu'aux dernières nouvelles, nous n'habitons pas ou pas encore à Tahiti ou dans une île paradisiaque et donc il pleut de temps en temps. Oui, aussi, effectivement. Mais donc, quand on peut réorganiser du présentiel en tenant compte de toutes les contraintes pour respecter la distanciation sociale, etc., effectivement, les gens sont ravis. Ça, ce sont les constats que j'ai faits. Oui. Super. C'est dingue hein, quand même de où à où on est passé. Complètement. Avant, on estimait pour acquis l'ensemble de ces choses-là et il était pratiquement, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, mal vu d'aller promener. Tu devais être derrière ton ordinateur et maintenant les entreprises organisent des promenades d'équipe. Enfin voilà, je souligne parce que tu donnes des exemples, tu sais, proches les uns des autres et en fait toutes les cartes en un an ont été complètement rabattues et voilà. Je sais juste que je t'entendais faire de la promotion des promenades d'équipe qui fonctionnent bien et je me dis tiens c'est fou. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça dessine en fait les contours de ce que sera le management de demain quand on sera en présentiel. Oui. Et on va clairement garder une partie en télétravail parce qu'on a aussi fait le constat que pour certains types de tâches, on est in fine plus productif en télétravail. Et donc, il y aura une répartition différente de quel va être le rôle managérial quand les équipes seront en présentiel et quel va être le rôle managérial quand les équipes seront en distanciel. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Donc, tout le côté animateur d'équipe, cohésion d'équipe, etc., forcément, on va le laisser dans la mesure du possible quand on pourra retourner plus en présentiel. Bah, tu viens de répondre à la question de Géraldine, ou peut-être tu as une ou deux choses à ajouter, mais Géraldine demande comment anticiper le retour à la normale. Comme disait Anne, si normal il y a. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'on va rester en bonne partie en télétravail. Donc, comment anticiper le retour à la normale du retour au présentiel pour que cela se fasse de manière le plus fluide pour les équipes et pour le management? Alors, c'est quoi le retour à la normale? Parce qu'effectivement, moi, je suis convaincue aussi qu'on ne retournera pas à la situation qu'on a connue avant la pandémie. Le télétravail va rester très, très important dans, à mon avis, la majorité des entreprises. Et donc, quand les activités en présentiel, ça va être des activités
où on va justement favoriser tout le côté intelligence collective, le brainstorming, la créativité, les réflexions, tout ce qui est réflexion collective, et on va avoir cette segmentation. Mais je pense que pour la période charnière de retour au travail, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va vraiment falloir mettre le focus sur la cohésion d'équipe et recréer du lien et faire des activités pour soigner ce lien entre les gens. Et peut-être, j'ai commencé à interroger des managers pour voir un peu leur réaction, peut-être pendant certains temps se dire que ça aurait un impact éventuellement sur, entre guillemets, la productivité. Mais si on a des collaborateurs qui sont bien et qui sont contents de se retrouver, in fine, les résultats seront au rendez-vous. Mais d'accepter qu'il y ait du temps qui soit passé à recréer ce lien et à retisser ces liens, quoi. Et de pas considérer que c'est du temps perdu. Bah même ne fût-ce qu'en termes de turnover. Tu parles de rentabilité et de performance, si ne fût-ce que le fait de créer, d'avoir des programmes ou de recréer du lien, justement, que ça soit finalement en présentiel à distance, avoir des programmes soutenus qui assurent une certaine, une certaine animation, un certain, je pense, fun, parce que pour l'instant, les gens, on va dire, vont moyen bof, on va pas se mentir. C'est de pouvoir, c'est simplement que en cultivant ça et le sentiment d'appartenance et à l'équipe et à l'entreprise, probablement on diminuera le turnover. Or, on sait que engager coûte finalement très cher. Donc ça aussi, c'est à considérer dans la balance, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et intégrer les nouvelles recrues, ça a été un réel défi pendant les périodes de confinement, parce que c'était vraiment pas évident de faire sentir à ces gens qu'ils faisaient partie d'une équipe, quoi. Ça, c'était vraiment compliqué, dans certains cas. Oui, surtout quand ils l'ont jamais vu. Oui. Ok. Eh bien, très chère Anne. Merci, Émilie, pour ce temps. Mais merci à toi pour cette discussion, je trouve absolument passionnante. Après, ça a un côté frustrant j'ai vu au moins 30 points. On dit, mais on irait bien plus loin. Il y a tellement de choses à dire sur ce point-là. Donc, effectivement. Nous risquons probablement de replanifier un petit live si tu es partante pour discuter de différents points. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous revenir par mail Emily@Homeworking Attitude ou il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver mes coordonnées avec des idées de thématiques. Comme ça, les soumettre à notre cher invité du jour. Eh bien, merci à vous, parce qu'on nous dit merci dans le chat. Donc, merci à vous. Mille merci à Anne pour ton précieux temps et cette très agréable interview. Merci, avec grand plaisir. Et merci à tous les participants et aux questions intéressantes qui ont été posées. Tout à fait. Merci pour votre activité, pour toutes vos questions passionnantes. Et Marc-Olivier nous dit merci beaucoup pour ce midi éclairant. Eh bien, avec grand plaisir, Marc-Olivier, à refaire de toute façon très bientôt, puisqu'en général, toutes les 2 semaines, je fais un live. Donc, je vous dis à tout bientôt. Anne, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Émilie. Au revoir.